15 jours après le tournage de ce documentaire, les 6 membres de l'équipe tombèrent gravement malades. Quand l'homme veut oublier son réel trop pesant, il se réfugie dans les ténèbres mystérieuses et magiques des entrailles de la Terre. Mais sa recherche ne relève pas toujours d'une simple démarche scientifique. Elle est générée également par la fascination de l'irrationnel et de l'intemporel. Marie-Galante. Marie-Galante, la 3e plus grande île de l'archipel guadeloupéen, est sans nul doute plus connue pour son rhum, ses plages tranquilles, ses moulins ou son bébélé que pour son potentiel en matière de spéléologie. Et pourtant l'île abrite, au beau milieu de ses terres, la plus grande cavité souterraine de la Guadeloupe. On l'appelle du nom évocateur de trou à diable. Perdue au cœur de l'île et d'une végétation luxuriante, cette grotte reste pour les Marie-Galantais un lieu mystique et étrange. Comme toutes les cavités du monde, le trou à diable a sa légende, ses croyances et ses rites magico-religieux. On prétend même que le réseau souterrain du trou à diable ressort sur la côte de Capesterre, à la plage de Petite-Anse, dans une autre grotte distante de plus de 8 km. Des bruits courent également sur une mystérieuse maladie qui frapperait les visiteurs trop curieux ou trop audacieux. Mais au fait, pourquoi ce nom de trou à diable? Ça s'appelle le trou au diable parce que bon, c'est vrai que dans la zone de Marie-Galante, cet espace-là est un lieu de référence pour l'imaginaire. C'est un lieu de référence pour l'imaginaire, mais c'est aussi un lieu de référence pour le rapport syncrétique que l'homme va développer dans son environnement. Alors, cet espace, il est magique parce que dans Marie-Galante, nous pouvons déterminer un triangle extraordinaire, un genre de triangle de Bermude à la manière marie-galantaise, où nous aurions plus au nord la gueule Grand Gouffre, qui est aussi un avène, mais qui lui a explosé carrément à l'air libre par l'effet de la mer, et donc ce trou est là avec cette aspiration. Nous avons plus au sud de la région de Saint-Louis et la ravine du Massacre, qui a connu des événements terribles lors des guerres franco-britanniques. Nous avons vers l'intérieur, alors c'est l'espace où il y avait le cocotier à 2 têtes. Et ce triangle-là, si on le définit, on pourrait trouver comme point central des bissectrices, on trouverait le trou au diable. Voilà de quoi exciter la curiosité d'une équipe de baroudeurs. À partir des quelques documents que nous avions en notre possession, la mise en place de l'expédition commençait quand l'opportunité de rencontrer M. Rousseau s'est présentée. Il accepta de nous raconter comment, dans les années 60, il avait déjà tenté l'aventure. Si vous voulez, j'y ai été parce qu'il y a eu un concours de circonstances assez heureux, étant donné que j'avais un cousin qui faisait partie d'une petite équipe qui s'occupait de l'hydrographie de l'île à l'époque. Et là, il avait tout un attirail d'échelles et de lampes Coleman. Il m'a proposé de me servir de guide. Je suis donc parti avec une troupe de 20 à 25 élèves, une classe de 4e. Et son aide nous a été précieuse pour arriver jusqu'au fond du trou. Mes élèves n'ont pas été malades, je n'en ai pas eu connaissance, au contraire, ils étaient plutôt fiers après la descente dans le trou. Ils étaient fatigués, heureux, mais enfin contents d'avoir réussi cet exploit. C'était une grande première à l'époque, et même je crois que cet exploit n'a pas été renouvelé à ma connaissance. Nous voilà plus que jamais déterminés à relever le défi. Après quelques préparatifs, nous sommes fin prêts pour partir à la découverte des secrets du trou au diable. Suivant les conseils de M. Rousseau, nous nous sommes munis d'une échelle et nous avons troqué les lampes Coleman contre des lampes frontales chères aux spéléologues modernes. Si la légende part d'une réalité, il sera possible de ressortir dans quelques heures du côté de Capesterre. Le premier visiteur, M. Duhoux, qui explora la grotte en 1937, n'avait pas trouvé de sortie. Uniquement une espèce de grand lac boueux dans une grande salle à 1 km de l'entrée. 60 ans plus tard, qu'allons-nous trouver? Devant l'entrée de la grotte,
toutes les mises en garde nous reviennent à l'esprit. De toute façon, plus question de reculer. Après avoir franchi la large entrée, nous avançons dans une sorte d'énorme couloir. Sur les parois, nos projecteurs dessinent des ombres gigantesques, fantasmagoriques. Des quantités d'eau colossales ont dû être nécessaires pour creuser ce tunnel de 6 mètres de haut sur 12 de large. Le volume de ces salles énormes nous laisse entrevoir les possibilités de ce réseau souterrain. Nous débouchons ensuite dans une grande salle en voûte où un énorme bloc de rocher en équilibre pend au-dessus de nos têtes. Le Damoclès. L'un d'entre nous part en reconnaissance. De 200 mètres cubes. Apparemment, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est le seul accès, je pense, qu'il y a par là. Par contre, il y a beaucoup de particules, il faut mettre les masques. Ok, c'est bon. Bon, on laisse l'échelle là, puis on continue. Ok, allez. Au fur et à mesure que nous progressons, la chaleur et l'humidité deviennent de plus en plus difficiles à supporter et le thermomètre nous indique 29 degrés. Et pourtant, nous ne sommes qu'au début de l'exploration. Jonchant le sol, nous rencontrons des quantités importantes de vieux branchages à moitié recouverts de moisissures. C'est le signe d'une importante activité hydraulique. Nous n'avons pas encore vu ni stalactites ni stalagmites. Il semblerait que l'eau ne filtre pas à travers le plafond de la grotte. Elle doit venir soit du ruisseau à l'entrée de la cavité, soit remonter du fond en provenance de la nappe phréatique. Il semblerait que le fond du trou soit à son niveau. Mais au fait, en quelle période de l'année sommes-nous? À la saison des pluies, l'eau doit tout submerger en quelques minutes. Au sein des ténèbres, les cris des chauves-souris résonnent par milliers. Impressionnant dans cette nuit opaque. Ces petits mammifères ailés habitent dans la grotte. D'ailleurs, le sol couvert de déjections nous indique qu'elles sont très nombreuses. Les chauves-souris ne font que dormir ou se reproduire dans les cavernes. Elles sortent à l'extérieur pour se nourrir soit de fruits, soit d'insectes. Les excréments des chauves-souris et les cadavres d'animaux sont la base de l'alimentation des insectes et des vers cavernicoles, qui sont à leur tour la nourriture d'animaux plus gros. Mais les déjections des chauves-souris sont aussi un danger pour l'être humain. En effet, en séchant, elles se volatilisent et restent en suspension dans la grotte. Respirées par l'homme, elles peuvent entraîner l'histoplasmose, une maladie respiratoire mortelle. Les masques que nous portons semblent bien dérisoires. Par suite du manque de lumière, il n'y a pas de plantes sous terre. Les seules végétations que nous apercevons sont des champignons et des moisissures. Plus nous descendons et moins nous rencontrons de vie. Les chauves-souris ont pratiquement disparu. Par contre, nous faisons la connaissance de notre première Tarantula palmata. Une araignée très impressionnante par sa taille, mais heureusement totalement inoffensive. Les écosystèmes souterrains sont extrêmement fragiles et l'arrivée de l'homme dans ce milieu peut causer de réelles perturbations pour toutes les formes de vie. La lumière, le bruit et la chaleur de nos lampes, et même celle de notre corps, les font fuir. Leur observation s'avère de plus en plus difficile. Nous arrivons au deuxième ressaut à moins 55 mètres,
Il faudra pour cette fois mettre nos équipements. Cela fait plusieurs heures que nous marchons dans la moiteur et l'obscurité, et les salles que nous découvrons sont toujours aussi immenses. Si nous ne trouvons pas de sortie, il faudra refaire le même chemin en sens inverse. Or, les sacs que nous portons pèsent en moyenne 35 kilos. Remonter dans ces conditions sera un vrai calvaire, encore plus épuisant que la descente. Tout droit. Dis-moi, avec quel pied? C'est pour toi. Allez. Enfin, nous débouchons dans la salle Marcel Duhoux, à moins 79 mètres sous le niveau du sol. Les traces de boue nous indiquent une accumulation importante d'eau dans cette salle, mais nous ne voyons pas de traces du lac de Monsieur Duhoux. Après plusieurs heures de recherche, il faut nous rendre à l'évidence, il n'y a pas de sortie. La grotte du Trou à Diable est un véritable cul-de-sac, et il nous faut à regret rebrousser chemin. Légende ou réalité, nous n'avons pas apporté de réponse définitive, mais nous avons découvert une véritable merveille de la nature. La caverne du Trou à Diable, un parcours inquiétant entre le réel et le mythique, un endroit de l'archipel qui restitue bien la tradition mystico-religieuse si présente en Guadeloupe. Aujourd'hui, ils se portent à nouveau tous bien, mais les médecins n'ont pas encore trouvé les causes exactes de ce mal étrange.